pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc, bienvenue, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. On est très heureux de pouvoir relancer les meet-up. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas organisé chez Calliope. Et puis, le format numérique nous permet de relancer ça. Donc, juste un tout petit mot d'introduction avant de laisser la parole à Stéphane. Juste pour vous présenter Calliope. Calliope, c'est une agence web qui existe depuis 2002 maintenant. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets digitaux, des projets digitaux assez complexes, assez d'envergure. Stéphane vous dira peut-être un petit mot du projet sur lequel il travaille. On travaille sur tous les secteurs d'activité, que ce soit de la santé, du public, de la construction. Enfin, c'est vraiment varié. Donc, on a une équipe d'une centaine de développeurs. On est répartis sur plusieurs sites en France, à Montpellier, à Paris. On a aussi quelques sites à l'étranger. Notre principe de fonctionnement, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui se travaillent en plateau dans nos agences, mais on a aussi quelques équipes qui sont directement chez le client. C'est d'ailleurs le cas de Stéphane. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane, qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir pour animer ce meet-up sur Coder en toute sécurité. Je n'oserais pas dire le titre en entier. Et je te laisse la main, Stéphane. Donc, pensez bien à couper votre micro pour ceux qui nous rejoignent. Et on pourra garder un petit temps d'échange, effectivement, à la fin pour les questions-réponses. Voilà. Merci Marie-Pierre. Du coup, juste pour information aussi, j'aurai pas forcément le chat tout le temps sous les yeux. Donc, du coup, si vous avez des questions et tout, il y aura de toute façon une petite séance de questions-réponses. Si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui est mal compris vraiment par tout le monde, que ça apparaît dans le chat, Marie-Pierre me préviendra et fera une petite question. Si je réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas malheureusement le chat sous les yeux. Donc effectivement, petite introduction. Donc déjà, est-ce que tout le monde voit bien la présentation correctement? Parce qu'on a fait un test son, mais voilà. Alors visiblement, j'affiche le chat. Tout le monde a l'air de voir, parfait. Et ben du coup, c'est parti. Alors donc, merci d'être venu à ce meet-up. Hein. Je code en toute sécurité. On va faire pareil. Un peu de méthodologie. On va commencer donc par une petite introduction. Je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Stéphane Herman. Je suis actuellement donc tech lead chez Calliope et je travaille sur un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle France Connect, qui est un outil de simplification des démarches en ligne qui est proposé par l'État et où le principe c'est d'utiliser des comptes que vous utilisez habituellement comme votre compte Amélie, votre compte impôt pour vous connecter sur absolument tous les services publics et même depuis quelque temps sur certains services privés, et tout en garantissant que votre identité du coup est déjà vérifiée, ce qui vous évite d'avoir à scanner votre carte d'identité, votre passeport, votre permis, etc. Donc c'était ce dont Marie-Pierre parlait quand elle parlait de gros projets. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? On va évoquer pas mal de petites choses. Déjà, on va évoquer un peu le métier de développeur, c'est quoi? Parce que pour ce qu'on va faire, ça peut être assez utile quand même de définir un cadre. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je m'apprête à coder? Et après, on va se diriger du coup vers le sujet principal, qui est l'analyse et l'évaluation des risques. À quoi ça sert, comment est-ce qu'on en fait une. On va essayer de faire assez synthétique et quels sont bien sûr les principaux écueils à éviter, ou alors, pour le reformuler, dois-je faire une analyse de risque pour déterminer les risques à faire mon analyse de risque, si c'est un peu plus clair comme ça. On va également voir du coup à quoi on peut appliquer cette méthodologie, parce que vous allez voir qu'effectivement c'est quelque chose d'assez générique et qu'on peut faire des trucs assez marrants avec. Plein de petites questions du coup auxquelles on va essayer de répondre tranquillement et sympathiquement ce soir. Alors bon, du coup pour la première partie, coder c'est quoi? La première chose que j'ai fait en me posant cette question, c'est d'aller voir un petit peu sur internet et regarder les définitions que j'ai pu trouver. Alors j'ai regardé celle du Larousse. Bon, coder c'est écrire un programme pour un ordinateur.
C'est vrai, effectivement. Et j'ai pris une deuxième définition de Wiktionary.org qui me dit juste programmer. Très bien. Alors j'ai regardé pour information programmer également, hein, mais on retombe sur une définition qui est à peu près proche de celle du Larousse, ce qui nous aide pas forcément beaucoup. Donc du coup, Captain Obvious approuve. Coder, c'est coder. Alors mine de rien, je me suis dit que j'allais aborder la chose sous un autre angle. Pourquoi je code, du coup? Alors, si je code, du coup, c'est parce que j'aime ça déjà, moi personnellement, ou sous un truc un peu plus caché, je suis un petit peu maso et j'aime bien me faire insulter par mon ordinateur avec des mots que parfois je ne comprends pas, ou par mon compilateur. Mais bon, c'est aussi mon métier. Après tout, il faut bien que je gagne ma vie. Donc, c'est pas une chose à négliger. Mais tout ça, ça ne m'aide pas pour ce que je veux présenter ce soir. Donc, du coup, bah, j'ai encore cherché un autre angle. Et donc, avec cet autre angle, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière le code que je produis? Et après quelques réflexions et quelques recherches quand même, parce que bon, je me suis inspiré, hein, faut pas déconner, Google est ton ami, j'ai déduit, alors si ça veut bien s'afficher, hop, derrière le code, donc il y a souvent un projet. Ok, c'est cool. Encore une fois, 5 Captain Obvious. Mais derrière ce projet, généralement, il y a un besoin. Ça, c'est quelque chose auquel nous, les développeurs, on n'est pas forcément tout le temps sensibles. Alors des fois, on a nos projets perso, mais c'est effectivement, il y a un besoin et c'est à ce besoin que je cherche à répondre, du coup, le marketing, les chefs de projet, etc. Et nous, on le réalise. Et donc, du coup, je code pour répondre à un besoin. Et cette définition me paraissait quand même un peu plus concise que juste j'écris du code sur un ordinateur. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je code? Pour aborder un petit peu tout ça et montrer du coup que j'essaie de répondre à un besoin, moi au fil de ma carrière, qui a débuté il y a maintenant quand même quelques années, et surtout si je prends en compte pas que ma carrière professionnelle, mais le fait de coder, ça remonte encore plus loin, je suis passé par diverses étapes quand j'ai appris à coder. Et ces étapes, donc, je vais vous les montrer un petit peu pour voir comment j'ai évolué dans ma réflexion. Alors, vous avez peut-être eu des parcours différents et qui, je l'espère, sont tout aussi riches. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Donc, à 15 ans, c'est là où à peu près j'ai commencé à programmer. Je regardais des tutoriels, je lançais mon petit IDE, alors c'était CodeBlock à l'époque. J'écrivais une fonction itérative qui faisait 1500 lignes pour obtenir ce dont j'avais besoin. Et j'étais tout à fait satisfait à la fin et content du résultat. Je pense que ça en fera sourire certains, surtout que j'ai sans doute des collègues, effectivement, autres qui sont qui sont sur le projet et qui me voient maintenant. Alors, à 18 ans, du coup, donc un petit peu plus tard, je commence vaguement à découper mes fonctions quand même, parce que bon, j'ai un petit peu évolué, j'ai un petit peu réfléchi, et puis des fonctions de 1500 lignes, quand on revient dessus, si je reviens sur mes fonctions de 15 ans, c'est un peu compliqué, donc je commençais à découper en traitement métier. Alors, métier, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, mais à l'époque, c'était sans doute pas ça. Mais j'ai quand même des fonctions qui sont globalement assez lourdes et pour s'y retrouver, c'est toujours un peu la galère. À 19 ans, donc, je suis arrivé à Epitech. Euh, et donc, du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu, on m'a imposé du coup une norme de code déjà. Et cette norme est assez stricte. Alors, elle dit par exemple qu'on ne doit pas avoir plus de 5 fonctions par fichier, pas de ligne de plus de 80 caractères, pas plus de X fichiers par dossier. Enfin bref, plein de petits trucs très amusants. Chose qui s'est poursuivie quand je suis arrivé à 42 quelques années plus tard. Mais dans la globalité, je découpais beaucoup plus mes fonctions, mais ce n'était toujours pas forcément pour des bonnes raisons. C'était principalement parce que il fallait bien que je réponde à la norme, sinon j'avais 0, voire des notes négatives. Une fois le code produit, quand même, pour éviter d'avoir encore une fois 0, je vais analyser un petit peu à quel endroit il pouvait survenir un bug, un plantage, et je le corrigeais. À 22 ans, du coup, donc un petit peu plus tard encore, c'est à peu près l'âge à laquelle j'ai fait mes premiers projets qui étaient des projets professionnels. Je découpais mes fonctions alors en traitement quand même beaucoup plus unitaire. Je
commençais à anticiper les problèmes de sécurité quand même avant de produire le code, parce que cette fois, il s'agissait plus seulement de faire des petits projets perso ou d'apprendre, mais je commençais à produire des vrais trucs. Et j'ai commencé également à m'intéresser à la sécurité informatique, qui est un sujet du coup que j'ai beaucoup développé. Sinon, je ne serais pas là pour ce meetup. Et globalement, en évoluant après, donc à 25 ans, alors c'est à peu près l'âge à laquelle je suis arrivé à France Connect, hein, si je ne me trompe pas, puisque là j'en ai 28, donc 2017, ça doit être approximativement ça. Je découvre les tests unitaires et les tests end-to-end. Certains diront waouh, c'est tard, et effectivement. Et on commence à me parler à ce moment-là d'analyse de risque et je découvre un petit peu tout ce à quoi je m'intéressais. Finalement, c'est organisé avec une méthodologie incroyable. Et donc, enfin, le plus gros, aujourd'hui, comment est-ce que je code à 28 ans j'ai fait un sacré nom, puisque le projet sur lequel je suis maintenant a beaucoup d'ampleur. Et donc, je travaille en équipe, forcément. J'ai des user stories qui arrivent dans ma liste de to-do, donc qui sont un peu le besoin utilisateur. J'ai des risques qui ont été déjà discutés et ce qu'on appelle du coup des user stories qui ont été rédigés avec des contre-mesures. Ça, on va voir que effectivement, c'est ce qu'on va chercher à mettre en place principalement avec l'analyse de risque, en tout cas pour la partie code. Je prends du temps pour réfléchir à la structure de mon code, ce qui peut me prendre facilement 25 à 50% du code. Alors là-dessus, je ne sais pas effectivement s'il y en a beaucoup qui prennent ce temps-là. En tout cas, nous, on a la chance sur ce projet d'avoir le temps de réfléchir à notre code. Et derrière, donc, j'écris les LDD de mes tests unitaires, ce qui me permet de valider ma réflexion que j'ai faite du coup à l'étape précédente. Je produis le code tel que je l'ai décrit. J'ajuste du coup si nécessaire le découpage. J'implémente chaque test unitaire. Et puis ensuite, j'implémente mes end-to-end derrière avec donc la user story et la user story définie, puisque ce sont des comportements suffisamment haut niveau pour que je puisse généralement les intégrer. Et enfin, je fais relire mon code par un ou plusieurs développeurs et bonus, j'organise mes commits pour faciliter cette relecture. Donc finalement, je suis bien loin de mes 15 ans où j'écrivais ma ligne de code, où j'écrivais 1500 lignes pour obtenir le résultat que je voulais. Sachant qu'il y a des choses que j'ai pas mis, mais par exemple, j'essaie maintenant de plus en plus de faire en sorte que mon code soit lisible par même un junior qui arriverait dans l'équipe, ce qui demande du coup des défis supplémentaires, et que j'essaie d'intégrer du coup à ma réflexion. Mais donc finalement, le but de cette histoire, si la diapo veut bien passer, c'est que on est finalement assez loin des clichés. Le cliché de l'informaticien qui se pose devant son ordinateur, qui sort son clavier, qui tape des trucs, qui hack des systèmes, qui développe des trucs, qui appuie sur un bouton et qui crée un site, mine de rien, c'est assez surfait de nos jours. En tout cas pour moi, on a un impact qui est sans doute un peu plus large que ça. Alors c'est peut-être pas vrai dans tous les projets, mais en tout cas effectivement, là je voyais des personnes qui disaient que l'équipe France Connect a l'air d'être formidable. C'est le cas, effectivement. On a la chance d'être écouté en tant que dev sur des problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques mais techniques, mais aussi des problématiques métiers. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'avancer sur des problématiques qui ne sont pas purement techniques, comme par exemple l'analyse de risque et la mitigation des risques. Alors, du coup, on va passer à la vraie partie de ce meetup, à savoir analyser, évaluer et mitiger les risques. Et donc, pour ça, tout simplement, déjà, c'est quoi une analyse de risque? Alors, une analyse de risque, globalement, c'est la première étape d'un processus plus global d'évaluation des risques, et ce qu'on va faire quand même aujourd'hui, du coup. Son but est d'identifier les différents types de dangers, la probabilité qu'ils ont de se produire et leur fréquence d'apparition. Comme on peut le voir à la définition, c'est une méthodologie qui est très générique, qui peut s'appliquer à énormément de domaines. Chacun a sa ou ses normes potentiellement. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur une méthode française, Cocorico, qui est développée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est du coup gérée par l'État. Donc cette norme s'appelle la norme EBIOS 2018 Risk Manager, et elle est disponible en intégralité sur ssi.gouv.fr.
Alors, à la fin de la présentation, je vous mettrai un petit peu un récap de doc que vous pouvez aller voir. Et dedans, il y aura effectivement ce petit truc-là. Du coup, cette méthode, pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'est un peu celle à laquelle je me suis introduit du coup sur l'analyse de risque quand j'ai fait des recherches, puisque comme je suis sur France Connect, forcément, l'ANSSI, nous, on y a un petit peu à faire. Ils sont là pour nous auditer, mais aussi nous conseiller sur certains trucs de sécurité. Et donc, du coup, c'est une méthode qui a l'avantage d'être adaptable et de bien s'intégrer dans un processus de développement agile. Et elle est faite effectivement pour les projets informatiques, ce qui est donc particulièrement pratique. Alors, hop, si ça me passe encore une fois la suivante. Donc, on fait comment une analyse de risque et une évaluation des risques? Alors, j'ai tiré la petite pyramide suivante du coup du PDF en fait, donc qui présente la norme et la méthode. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive bien à lire, mais je vais récapituler un petit peu, donc vous inquiétez pas. Sur cette pyramide, donc on a, ça s'appelle la pyramide du management des risques numériques. On a donc plusieurs niveaux des cyberattaques, donc qui vont en montant. Alors en plus bas, on a donc le simple, ensuite plus élaboré et ensuite avancé, qui sont du coup globalement la difficulté que vont avoir les attaquants à rentrer dans le système un petit peu. Euh, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que cette pyramide, elle est composée aussi de 3 éléments qui sont donc les principes de base et l'hygiène. Il ne s'agit pas de se laver les dents tous les jours, même si je vous le conseille quand même. Le cadre réglementaire et normatif. Donc tous ces deux trucs-là, ça représente une approche par conformité. Alors si vous voulez savoir ce que c'est un petit peu plus, je vous inviterai du coup à aller regarder au PDF, puisque j'aurai pas le temps d'évoquer tout ce soir, effectivement, mais ça reste très intéressant. Et enfin, l'appréciation des risques numériques, qui consiste en une approche par scénario, et qui est la partie sur laquelle on va faire notre présentation principale. Donc en gros, ces parties-là, donc en premier, pour vous donner quand même quelques petits exemples, hop, les principes de base et l'hygiène, typiquement, je verrouille ma session quand je m'absente, je ne partage pas mes identifiants, je n'utilise pas les mêmes identifiants partout, je ne mélange pas perso et boulot, et si je découvre une faille, j'alerte immédiatement. Globalement, c'est des règles de base qui sont assez évidentes, que tout le monde ne met pas en place malheureusement, mais pour la plupart des développeurs, j'ose espérer que vous mettez en place quand même ces règles par vous-même sans qu'on ait besoin de vous le dire. Mais bon, pour ça, si jamais effectivement c'est pas le cas, on a quand même une deuxième étape possible que j'essaye de faire arriver. Voilà, c'est le cadre réglementaire et normatif. Ça va être un ensemble de règles qu'on va définir du coup et qui vont permettre du coup un petit peu de cadrer le projet. Donc par exemple, on va décider que pour les actions sensibles, on peut mettre en place un second facteur d'authentification. On va définir que les accès sont segmentés par rôle. Donc, par exemple, un développeur junior n'aura pas un accès root au serveur pour des raisons évidentes. Voire des fois, comme nous, effectivement, un développeur n'aura tout simplement pas accès root au serveur, qu'il soit développeur senior ou junior, parce qu'on a séparé partie de l'équipe. Un minimum de 2 revues de code par ticket. Et par exemple, des mots de passe qui font plus de 8 caractères, ou alors un code qui respecte une norme, un linter ou quoi que ce soit. Ça, du coup, c'est vraiment la partie réglementation. Et en principe, si c'est pas les développeurs qui les mettent en place eux-mêmes, c'est le chef de projet, le tech lead qui vont s'en charger et lister un petit peu toutes ces règles-là. Voir la sécurité si vous avez la chance d'avoir un pôle sécurité. Et enfin, en troisième, donc qui sont, donc vous avez un peu compris, du plus générique au plus précis, l'analyse et l'appréciation des risques. Donc là, je vais prendre un petit exemple pour mieux illustrer. Exemple qu'on détaillera un petit peu plus tard sous d'autres formes. Vous verrez qu'effectivement, ça s'applique à beaucoup de choses. Donc j'ai un danger, c'est que mon disque dur plante. J'ai un impact, c'est que je perds ma collection de mails. Je vais donc définir une gravité. Pour moi, c'est intolérable. Je ne peux pas perdre ma collection de mèmes, c'est hors de question. Mais j'ai aussi une vraisemblance que mon événement se produise. Bon, mon disque dur, il est un petit peu vieux, ça fait 4-5 ans que je l'ai, allez. Bon, on va dire que la vraisemblance, elle est moyenne. Je mets donc en place quand même une redondance au cas où
On ne sait jamais. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce truc-là, mais vous allez voir qu'on le revoit très rapidement derrière. Alors du coup, on arrive derrière, effectuons une évaluation, par exemple, le site de rencontre ultime. Comme ça, je suis à peu près sûr de capter l'attention de tout le monde. On va imaginer que j'ai développé un algorithme de pairing révolutionnaire qui crée des couples qui durent dans le temps. Donc, je suis seul sur le projet, mais j'ai des connaissances en code, en administration système, en psychologie et des bases de marketing. Je suis un petit peu un mouton à 5 pattes. Si jamais il y a là dans l'assistance un petit peu des personnes du marketing, cette personne est fictive. Je le précise bien, vous n'aurez jamais a priori de développeur comme ça, ou alors je veux bien qu'on me le présente. Et auquel cas, je serais ravi de l'accueillir sur France Connect. Mais donc, je souhaite mettre en place un site de rencontre qui utilise mon algorithme, histoire de me faire un petit peu d'argent. Et j'ai actuellement à disposition un serveur qui contient une base de données, ainsi que de quoi déployer mon site web, et mon code est hébergé sur un GitHub privé. Je suis féru de bonnes pratiques et je vais donc faire une analyse de risque et une évaluation des risques à mon échelle. Je peux consacrer 2 jours par semaine au projet. Ça, c'est parce que vous verrez qu'un petit peu plus tard, je présente une échelle de temps que j'ai essayé de faire un petit peu, puisque justement, l'exemple, je me suis prêté à l'exercice pour le faire, donc je l'ai sorti et je dis, je vais faire une petite analyse de risque. Donc, ça m'a pris un peu... alors oui, non, le code révolutionnaire, il n'y sera pas malheureusement. Je viens de voir passer ça. Mais en gros, je me suis prêté à l'exercice et pour information, ça m'a pris à peu près 2 demi-journées à tout casser, à m'amuser avec. Donc, on va commencer par définir une échelle de gravité qui va déterminer à quel point le danger est important et les impacts sont forts. Alors, celle-là, c'est celle que j'ai reprise sur le PDF qui détermine la norme EBIOS, en la modifiant un tout petit peu quand même pour qu'elle corresponde à notre cas. Et donc, je vais avoir différents niveaux. Donc là, pour le coup, 4. Je vais avoir un niveau de gravité, donc 4, qui est le maximum, qui est le plus important, qui est globalement, pour conséquence, une incapacité de maintenir tout ou partie des services, avec d'éventuels impacts graves sur la sécurité des données utilisateurs, et un projet qui ne surmontera vraisemblablement pas la situation, et donc dont la survie est menacée. Un peu moins grave, mais tout aussi grave quand même, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, une forte dégradation des services avec d'éventuels impacts significatifs sur la sécurité des données utilisateurs. Du coup, le projet, là, il va surmonter la difficulté, mais avec de sérieuses difficultés, et il fonctionnera en mode très dégradé pendant un certain temps. Enfin, donc en significatif, une dégradation des services sans impact, cette fois sur la sécurité des données utilisateurs. Donc le projet surmontera la difficulté, malgré quelques difficultés, je fonctionnerai donc en mode dégradé. Et enfin, la mineure, j'ai aucun impact opérationnel ni sur les services, ni sur la sécurité des données utilisateurs. Le projet surmontera la situation sans trop de difficultés. Éventuellement, ça va rogner mes marges de temps et mes marges d'argent. Mais ça n'aura pas plus d'impact que ça. Et donc, du coup, cette échelle, elle va nous servir à définir tout simplement le niveau qu'on va attribuer à chaque risque. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dedans, mais ça peut paraître beaucoup de blabla, mais c'est assez indispensable pour bien fixer des règles et éviter de partir dans le trop vague et donc de rester un peu trop subjectif. Donc, ce qu'on va commencer par faire, donc pour notre petite application, c'est qu'on va lister quelques éléments qu'on redoute. Alors là, je n'ai pas listé tous les éléments que je redoute, parce qu'effectivement, je redoute sans doute un peu plus que ça. Mais déjà, pour se prêter à l'exercice, et pareil, si vous êtes déjà investi dans votre projet, parce que là, c'est pas le cas, je considère que je démarre mon projet, vous pouvez commencer par lister vos principaux événements redoutés et commencer par là et petit à petit, parce que vous allez voir que c'est un cycle, venir rajouter des éléments. Ça ne pose absolument aucun problème puisqu'on est en agile. Donc, j'ai des événements redoutés, des impacts et une gravité que je vais appliquer. Donc, qui est la gravité qu'on a vu plus haut. Un des événements que je redoute, par exemple, c'est la perte ou la destruction de ma base de données. Les impacts là-dessus, ils sont quand même assez multiples, puisque il y a un impact déjà sur l'image et la confiance. Vous imaginez que si je peux plus me connecter sur mon site de rencontre, où j'avais fait plein de matchs en plus, je vais être un petit peu dégoûté. Et surtout, j'ai peut-être payé un abonnement, donc j'ai peut-être accès à des fonctionnalités, je perds tout mon historique, j'avais bien rigolé, je perds tous les nudes qu'on m'a envoyés. C'est un petit peu embêtant. Donc du coup, en plus, j'ai peut-être des impacts juridiques, parce que si mon application elle est payante,
derrière, bah, peut-être que je vais être obligé de rembourser des gens ou alors qu'on va porter plainte et donc j'ai aussi des impacts financiers. Ce qui fait que pour moi, c'est un peu le niveau de gravité ultime. Si jamais je perds ou ma base je perds ma base ou qu'elle est détruite, bah, en gros, je ferme boutique. Alors, vous remarquez ici déjà une première chose, c'est que je ne tiens pas absolument compte des mesures qui peuvent être prises autour de ce risque. C'est juste, j'ai peur que. Et on va voir que ça a son importance plus tard. Autre événement redouté, une interruption de service entre 24 et 48 heures. Alors là, c'est un petit peu important de préciser quand même la durée d'interruption de service, parce qu'entre 2 minutes d'interruption et 6 semaines d'interruption, on imagine bien que ça ne sera pas les mêmes impacts. Donc ça, on peut éventuellement la découler en plusieurs fois. Mais donc je me dis qu'entre 24 et 48 heures, j'aurai des impacts financiers, parce que bah, forcément, les gens vont aller, certains vont pas pouvoir se connecter, vont pas pouvoir payer, et j'aurai quand même des impacts sur l'image et la confiance, parce que ça fait quand même pas très sérieux non plus. Donc là, je l'ai évalue à 2, ma gravité, parce que j'aurais pas forcément d'impact sur la sécurité des données utilisateurs, contrairement au précédent. Mais en revanche, j'aurais des impacts quand même non négligeables et donc je surmonterai avec quelques difficultés le problème. Autre événement redouté, le vol de données utilisateurs. Là, on commence à toucher à des trucs qui peuvent arriver un peu plus facilement. Je ne mets pas d'acteurs en jeu, enfin on verra justement un petit peu plus tard, c'est l'étape suivante. Mais le vol de données utilisateurs a pour impact l'image et la confiance, un peu comme tout le reste, parce que ça fait pas très sérieux non plus. Vous l'avez vu, quand vous voyez que Sony s'est fait piquer 18 millions de comptes, on grimace un petit peu et on a peur que le sien soit dedans. Mais ça a aussi des impacts du coup sur la sécurité des biens utilisateurs, et ça, c'est très important. Donc du coup, le niveau de gravité, là, je l'ai mis à 3 parce que je m'en relèverai probablement, et encore, c'est pas sûr, mais en tout cas, j'aurais quand même de sérieuses difficultés à m'en relever correctement selon l'ampleur effectivement de ce qui s'est passé. L'événement redouté suivant, c'est une fuite tout simplement de mon algorithme révolutionnaire que j'ai développé sur le projet, qui aura principalement des impacts financiers. Parce que évidemment, un concurrent qui se balade, ou même plusieurs avec mon algorithme, ça veut dire moins de marge pour moi, et donc ça me paraît assez peu acceptable. Ça ne mettra pas forcément à mal le projet, même s'il y a quand même des risques que ça soit très embêtant, mais je serai beaucoup moins concurrentiel sur le marché, et donc ça se ressentira, et j'aurai de grosses difficultés derrière, probablement, à me maintenir animé. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes événements que je redoute, qui vont bien sûr différer selon le projet. Et donc je leur ai attribué à chacun leur gravité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier des sources de risque et des objectifs visés. Parce que c'est bien d'avoir des événements qu'on redoute, mais dans quel cas ces événements vont-ils se produire? Donc du coup, je vais avoir une source de risque, des objectifs qui sont visés par ces sources de risque. Là, j'ai deux sources de risque principales, hein, l'activiste, donc le hacker, et le concurrent. Et j'ai des objectifs visés, donc, et on commence déjà à se rapprocher de cas un petit peu plus concrets. Donc j'ai un activiste, par exemple, qui peut vouloir voler des données utilisateurs dans le but de les utiliser ou de les revendre. Ça, c'est le cas le plus classique. Un concurrent qui peut vouloir voler des informations en espionnant les travaux de recherche et développement, donc petit clin d'œil à ce qu'on a au-dessus, hein, mon algorithme, en vue d'obtenir un avantage concurrentiel. Un activiste qui rend du coup le service indisponible, là j'ai mis dans le but de nuire à son image. Il n'est pas content, ça lui plaît pas, voilà. J'aurais pu, certains vont me dire, mettre concurrent comme source de risque, sauf que du coup c'est deux choses différentes. Là c'est le activiste qui va faire une action pour nuire à l'image du produit, mais c'est sans doute pas pour un avantage concurrentiel, alors que là, on a bien défini dans le précédent que, par exemple, voler les travaux, c'était dans le but d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, du coup, il aurait fallu que je mette concurrent, rendre le service indisponible dans le but de nuire à l'image. Parce que certes, il va sans doute faire appel à un activiste, mais la source du risque, c'est bien le concurrent. Donc ça, il faut faire un petit peu attention à ne pas trop se mélanger les papates. Toujours donc ensuite un activiste qui va chiffrer la base de données et me faire du chantage pour gagner de l'argent. Je pense que la situation est assez explicite avec ce qui a pu se passer un petit peu partout dans le monde ces dernières années. Et donc voilà, je vais me contenter un petit peu de ces scénarios et objectifs, et on va voir déjà que c'est pas mal, parce que ça nous permet déjà de définir pas mal de petits scénarios qui sont eux un peu plus précis. Avant ça, on va commencer quand même par évaluer donc un petit peu, parce qu'on pourrait en avoir listé beaucoup plus, hein, donc nos couples, donc sources de risque et objectifs visés.
Alors pour ça, il est recommandé par la norme EBIOS justement de 2018 d'évaluer donc la motivation de la source, les ressources qu'elle a à disposition, que ce soit des ressources financières ou des ressources du coup comment dire intellectuelles. Le domaine d'activité de la source de risque, est-ce qu'il est en concordance avec les risques que l'on a et avec notre activité à nous? On va voir que dans certains cas oui, dans certains cas non. Et on va on va déterminer à partir de ça une pertinence. Ça, c'est une partie qui est un peu plus à l'appréciation, mais qui permet du coup de cibler les premières actions qu'on va vouloir traiter. Donc du coup, j'ai toujours mes mêmes sources exactement. C'est les quatre qu'on a vus juste un petit peu plus haut, mais à part que j'ai raccourci un peu l'objectif visé pour que ça tienne dans mes slides. Donc là, mon activiste qui vole des données, sa motivation, elle est vraiment ni plus ni moins. C'est un truc assez classique. Ses ressources, il va pas y mettre beaucoup d'argent ni beaucoup d'efforts intellectuels. Et son activité, c'est de voler des données, plus ou moins. Et voilà, là, c'est pas très. C'est la partie que moi j'ai un peu plus de mal à évaluer, celle-là généralement. Mais en tout cas, mon activiste, là, c'est le début de mon projet. Sa motivation n'est pas forcément être au summum. Si j'ai Google, j'aurais peut-être évalué les choses autrement. Ma deuxième sous, donc j'ai mis une pertinence moyenne, parce que quand même, voilà, je veux le traiter, mais c'est pas non plus le plus important. Par contre, mon concurrent qui veut voler des informations, et certains vont du coup dire que je suis parano, parce que je vois des petits trucs quand même défiler de temps en temps au niveau des chats, alors je vois que les notifications. Donc, que je me reconcentre. Donc j'ai un concurrent qui vole des informations. Là, lui, par contre, il est très motivé pour me voler des informations, parce que je vous rappelle que mon algorithme est révolutionnaire. Donc, il va créer des couples parfaits, je vais me faire un tas d'argent, et du coup, ça plairait à beaucoup de monde. Il va donc y mettre les ressources aussi, parce que lui, il a des ressources financières quand même qui sont un peu plus importantes qu'un simple activiste. Puisque là, je ne parle pas d'un groupe, hein, donc c'est une seule personne face potentiellement à une boîte. Et au niveau des ressources intellectuelles, forcément, c'est une boîte, donc il a un peu plus accès à ce genre de ressources. Et son activité, c'est un concurrent, donc elle est carrément dans mon périmètre. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une menace avec une pertinence élevée. Pour l'activiste qui rend le service indisponible, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, mais bon, la motivation de l'activiste en lui-même là-dessus, encore une fois, il va rendre mon site indisponible, il veut nuire à mon image, mais c'est pas forcément, il sera plus motivé en tout cas à voler des données. Les ressources qu'il peut y mettre, elles sont à peu près équivalentes à celles qu'il va mettre simplement de base pour voler des données utilisateurs, hein, puisque c'est le début de mon projet. Donc je ne veux pas l'évaluer trop haut. Et l'activité, c'est pas vraiment le domaine d'activité auquel j'ai pas besoin de haute disponibilité, on va dire. Donc il a moins d'intérêt à faire ça qu'à essayer de me voler des données. Et enfin, donc chiffrer la base de données. Là, je l'ai mis qu'il est à peu près aussi motivé à chiffrer ma base de données que à voler des données utilisateurs. J'ai mis qu'il a un peu moins de ressources parce que là, pour le coup, voler des données utilisateurs, il y a plusieurs angles d'attaque. Mais surtout aussi, c'est de la lecture. Et pour chiffrer, par contre, c'est de l'écriture. Donc, lire des données, généralement, c'est un petit peu plus facile en sécurité qu'écrire des données. Donc, il a moins de ressources intellectuelles à disposition et il lui faudra plus d'efforts. Et donc, au niveau de l'activité, j'ai mis à peu près la même chose que pour le vol de données utilisateurs. Et donc, je l'ai évalué à peu près comme plus haut à un niveau moyen de risque pour moi, de pertinence, pardon. Ça, c'était la partie un peu barbante et réverbative et qui est probablement la moins objective là-dessus. Mais ça vous permet du coup aussi un petit peu de préciser par là où vous voyez que les menaces peuvent venir. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais récupérer certaines des choses qu'on a vues précédemment, des sources de risque et des objectifs, et je vais commencer à identifier des chemins qui permettent d'arriver à leur fin, à mes sources de risque. Et je vais leur attribuer bien sûr les gravités telles qu'on les a vues plus haut. Donc par exemple, là j'ai mon activiste qui vole des données utilisateurs. Alors il peut faire ça en exploitant une faille sur le site. Ça généralement c'est ce qu'on voit dans beaucoup de meet-up et qu'on présente en premier. C'est attention à l'injection SQL. Il peut passer aussi par une faille de vulnérabilité sur le serveur. Je ne suis pas à l'abri qu'il arrive à rentrer sur mon serveur et qu'il puisse me voler des données utilisateurs directement dans la base.
et il peut essayer de deviner les identifiants utilisateurs pour aller les choper à la source. Il y en a sans doute plus, des chemins, mais déjà, je me concentrerai sur ces trois-là pour le début, ce qui n'est pas trop mal. Le niveau de gravité ici, si je remonte un petit peu plus haut, voilà, je l'ai mis à 3 parce que du coup, j'ai un impact significatif sur les données utilisateurs et potentiellement, je peux avoir une forte dégradation des services selon ce qui se passe. Mon concurrent qui vole des informations, il peut le faire à peu près de deux façons différentes dans ce que j'ai listé, en accédant au repo Git directement et en volant du matériel servant au dev. À partir de là, du coup, la gravité, c'est quand même la même parce que je suis dans le cadre du vol des informations par mon concurrent et c'est ce que j'ai défini un petit peu plus haut dans mon échelle. Puis vient l'activiste qui chiffre la base de données. Là, c'est peut-être le truc le plus embêtant puisque ça peut s'apparenter à la destruction du coup ou à la perte de ma base de données. Je ne vois actuellement qu'une seule façon de faire, il exploite une vulnérabilité sur le serveur, mais donc du coup, l'échelle de gravité, c'est ma menace que je redoute qui est à 4. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà un petit peu l'estimation de ce que je vais vouloir traiter. Et donc du coup, dès maintenant, puisqu'on ne l'a pas encore vu, je vais définir une échelle de vraisemblance. Parce que tous ces événements, ils peuvent être graves ou moins graves, mais ils ne vont pas tous arriver à la même fréquence. Et donc du coup, pour être juste dans mon évaluation, il faut que j'ai un deuxième critère d'évaluation. Donc là, j'ai créé une deuxième échelle, qui est pareil, reprise de la norme EBIOS, qui est recommandée, qui est donc du coup une échelle où j'ai pareil 4 éléments. C'est un peu bien d'avoir le même nombre des deux côtés, ça permet de faire des tableaux un petit peu plus jolis, vous le verrez plus tard. Mais donc j'ai une probabilité donc maximum à 4 qui est quasi certaine, donc la source va très certainement obtenir ce qu'elle veut, selon l'un des modes opératoires envisagés, et la vraisemblance du scénario est donc très élevée. Ensuite, j'ai le V3, la source de risque va probablement atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. J'ai donc une vraisemblance qui est élevée. La source de risque ensuite est susceptible d'atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. V2, la vraisemblance est significative. Et enfin en V1, la source de risque a peu de chances d'atteindre son objectif visé selon l'un des modes opératoires envisagés. La vraisemblance est faible. Vous verrez qu'il y a toujours une notion de gradation. Et c'est important dans toutes vos échelles d'avoir cette notion de gradation, parce que déjà sinon ça ne serait pas des échelles, mais surtout de les rendre le plus objectif et le plus précis possible afin d'éviter du coup que ce soit encore une fois sujet à interprétation. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre tous mes scénarios que j'avais plus haut, je vais les lister, leur donner une référence, et je vais leur attribuer cette fois une échelle. Parce que la gravité, je vous le rappelle, je l'ai déjà. Là, donc du coup, j'ai pris mes scénarios qui étaient plus hauts, donc mes chemins d'attaque. J'ai donc R1, un activiste vole des données utilisateurs en exploitant une faille sur le site. Ce scénario, moi, je l'ai estimé à V1 parce que là, mon développeur, c'est une brute en code. Il est féru, encore une fois, de bonnes pratiques. Et donc, du coup, les injections, le cross-scripting, tout ça, il gère, il n'y a pas de souci, maîtrise à 100%. Donc, c'est peu vraisemblable qu'une personne qu'un activiste parvienne à ses fins. Pardon, petite seconde. Voilà, désolé. En second scénario, je suis toujours dans un activiste vol des données utilisateurs, mais cette fois en passant par une vulnérabilité du serveur. Celle-là, je l'ai estimée en vraisemblance 3 parce que mon développeur, là, qui a son projet génial, ok, c'est un bouton à 5 pattes, mais il maîtrise forcément certains sujets un peu moins que d'autres, et la gestion de serveur, c'est pas trop son truc, donc il connaît les bases. Donc il va pas quand même oublier de mettre un mot de passe à son SSH ou laisser des trucs complètement ouverts, mais c'est quand même assez vraisemblable que l'activiste parvienne à réussir à rentrer, parce que, encore une fois, c'est loin d'être une brute et il est plutôt junior dans ce domaine-là. En R3, donc, j'ai toujours mon activiste, bien sûr, qui vole des données, mais cette fois en devinant des identifiants utilisateurs. Ça, je l'ai mis en vraisemblance 4 parce que ça ne dépend non seulement pas de mon utilisateur, mais en plus, même en admettant que certains utilisateurs réussissent à se protéger contre ça, j'aurai toujours des utilisateurs, malheureusement, qui seront assez bêtes pour aller donner leur mot de passe et leur identifiant ailleurs. Et donc, pour cela,
pour cela. 1, 2, 3, pouf, pouf. Pour cela, j'ai évalué ma vraisemblance à 4 parce que c'est quasi certain que le scénario se produise. Et vous verrez que ça a son impact plus tard. Après, j'ai mon concurrent donc, qui vole des travaux de recherche en accédant à mon repo Git. Ça, à moins de réussir à pirater GitHub, je me dis qu'il y a quand même une bonne équipe derrière. C'est quand même assez peu probable. Par contre, un concurrent qui vole mes travaux de recherche en volant du matériel servant au dev, je sais que je me déplace de temps en temps avec mon ordinateur de boulot, notamment pour aller démarcher des trucs marketing et faire des présentations. Et des fois, malheureusement, j'ai mon code dessus parce que je ne suis pas très bien organisé, même si je suis servi de sécu. Mais en tout cas, j'ai mis une échelle de vraisemblance à 2 parce que c'est quand même significatif. Je ne voudrais pas négliger ce risque-là. Ça peut se produire. Et enfin, en dernier, un activiste qui chiffre ma base de données en exploitant une vulnérabilité du serveur, en lien avec R2 où j'ai eu une vulnérabilité et que j'ai estimé à V3. Là, j'estime que, encore une fois, comme c'est plus de la lecture et de l'écriture, c'est quand même moins vraisemblable que l'activiste arrive à ses fins. Mais du coup, ça reste significatif quand même parce que je ne suis pas, encore une fois, une brute en termes de sécurité au niveau Ops. Et donc, du coup, tout ça, ça me permet aussi également de me remettre un petit peu, moi, en question et d'estimer le niveau de mon développeur ou mon niveau si c'est moi qui fais le projet. Et donc, on va faire une petite synthèse de tout ça avec juste un peu de magie. Je mets donc en ordonnée ma gravité, en abscisse ma vraisemblance et je commence à placer donc mes risques de scénario. Alors, donc, du coup, R1 et R4 qui sont en gravité 3 mais en vraisemblance 1. R6, lui, il est en gravité 4, mais en vraisemblance 2. Et voilà, les autres, R5, R2, R3, sont chacun placés donc dessus. Alors, tout ça, effectivement, juste comme ça, c'est pas forcément très visuel. C'est pour ça que, hop, on va appliquer une stratégie de traitement avec un peu de fantaisie et de la couleur. J'ai donc des niveaux de risque que je vais mettre en place, qui ne sont pas mes niveaux de gravité, attention. Mais un niveau donc de risque faible, un niveau de risque moyen et un niveau de risque élevé. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Il faut juste que ça tienne effectivement dans votre petit tableau plus tard. Mais globalement, là, j'en ai 3. Le niveau faible, l'acceptabilité du risque, c'est acceptable en l'état. J'ai pas vraiment d'action à entreprendre. J'ai suffisamment protégé ce que je voulais protéger. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'améliorer si j'ai plus que ça à faire. Attention. Mais c'est acceptable. Le niveau moyen, c'est tolérable sous contrôle. Donc là, en gros, je vais vouloir mettre en place des actions qui ne seront pas des actions à court terme, forcément, mais qui seront à mettre en place dans le cadre de mon amélioration continue pour toujours réduire petit à petit les risques. Donc, on verra plus tard que, pareil, quand ça s'applique à certaines situations, ça donne des trucs un petit peu marrants, mais ça reste quand même assez raisonnable. Et enfin, le niveau le plus élevé, qui est un niveau inacceptable, là, je dois prendre des risques je dois prendre des mesures de réduction du risque à court terme, parce que dans le cas contraire, vaut mieux tout simplement éviter de faire certaines choses que je voudrais mettre en place. Et sinon, je risque, encore une fois, avec la gravité, de perdre tout simplement tous mes attributs et tout ce sur quoi j'ai capitalisé. Pardon, voilà, j'ai trouvé le mot. Et donc Shazam, je vais reporter ces couleurs. Donc pareil. Donc alors le petit truc précédent que je vous ai mis, c'est aussi recommandé par la norme BIOS, bien entendu. Mais du coup, cette répartition est celle qui est présentée également dans le PDF. Et vous avez vu que donc j'ai mappé mes couleurs et donc mes niveaux sur chaque case de mon petit tableau. Et ça prend tout de suite un peu plus de sens puisque on repère du coup ici que les scénarios R1 et R4, je vais revenir un petit peu en arrière, donc un activiste vole des données en exploitant une faille du site et un concurrent vole des travaux de recherche en accédant au repo Git, c'est pas hyper, c'est quand même assez grave, mais c'est quand même assez peu vraisemblable. Donc du coup, ça reste acceptable en l'état. Puisque je prends du principe que personne n'arrivera forcément à pirater GitHub, sinon je serais le premier à avoir des soucis. Je serais loin d'être le premier à avoir des soucis, justement. Par contre, je vois que R3, lui, donc mon risque, hop, si je remonte un petit peu, un activiste vole des données utilisateurs en devinant les identifiants utilisateurs, et là, j'ai une vraisemblance très élevée, mais aussi un risque très élevé, du coup. Si c'est des coordonnées bancaires, ça peut amener quelqu'un à être ruiné. Et puis, j'ai donc réparti mes autres risques
qui sont du coup R2, R6 et R5. R2 qui est du coup à traiter d'urgence un activiste vole des données utilisateurs en exploitant une vulnérabilité du serveur. Ma peur de vraisemblance s'est ressentie et du coup il est à traiter rapidement. Et on a donc pareil dans le même cas, mais un peu moins grave, R6 et R5, qui sont du coup un concurrent vol des travaux de recherche en se servant, en volant du matériel de dev, et un activiste chiffre la base de données en exploitant une vulnérabilité du serveur, qui donc ne sont pas à négliger, mais sont tolérables sous contrôle, comme l'indique ma petite échelle. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà, du coup, déterminé ce qu'il faut faire un petit peu en premier. On va appliquer quelques petits trucs supplémentaires, mais globalement, on va pouvoir déjà définir des actions parce qu'il y a certains trucs, effectivement, que je dois traiter au plus vite. Donc, par rapport à mes risques précédents, je vais mettre en place des mesures de sécurité. Par exemple, je vais mettre en place un pare-feu applicatif sur mon serveur qui est associé du coup à R2 et R6, qui sont les intrusions, que ce soit en lecture ou en écriture, pour voler ou chiffrer des données. Je n'ai pas de frein particulier là-dessus et de difficulté. Le rapport coût et complexité, ça va ni me coûter cher, ni être très complexe à mettre en place. Que j'ai vu des tutoriels, ça fonctionne très bien. Et donc, il faut que je le mette en place dans le mois qui suit, ce qui me laisse à peu près 6 jours hommes pour 8 jours hommes plutôt, voire un peu plus pour le mettre en place. Et de toute façon, j'ai déjà terminé. Et ça va être votre petit document qui va vous servir justement à faire votre suivi des actions. Il va évoluer. J'ai décidé aussi de mettre en place, suite à mes réflexions, donc une double authentification sur le serveur qui est toujours liée à R2 et à R6. Mais cette fois, par contre, j'ai un frein et une difficulté, c'est que je ne maîtrise pas du tout les pluggable authentication modules sur Linux. Et donc, du coup, va falloir que je me forme. Donc, la complexité, elle est un peu plus grande. Et pourtant, j'ai quand même une échéance il y a un mois. Et c'est une action qui reste à lancer. Je n'ai pas pu la démarrer encore. En mesure haute de sécurité, j'ai peur du vol. Je vais mettre une serrure ADP 3 étoiles, des glissières anti-pince et une poignée blindée à mon appartement. Je suis un petit peu peut-être parano, mais au moins, le risque associé au vol de matériel sera sans doute un petit peu réduit. Les freins et la difficulté, c'est les délais pour les devis et la pause. Le coût et la complexité, c'est quand même assez cher, mine de rien. Et avec tous ces devis derrière à faire et à traiter, ça va me prendre un certain temps. Je me suis laissé globalement 12 mois pour le faire parce que c'est à traiter sous contrôle, encore une fois. Pour le suivant, donc, je mets en place des règles de sécurité, des règles de complexité pour les mots de passe de mes utilisateurs. Ça, c'est en référence au fait qu'un activiste peut déterminer des identifiants utilisateurs et les deviner. Pas de frein particulier pour ça. Tout le monde en a fait un petit peu. Il y a beaucoup de sujets sur Internet. Je sais le développer puisque je suis très bon en code. Le coût complexité ridicule. L'échéance à un mois parce que c'est quand même très important de faire cette action-là et elle est très simple à mettre en place. Une deuxième action qui est sur R3, donc en mesure de sécurité, sensibiliser les utilisateurs au phishing. Ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir capter leur attention, qu'ils comprennent que c'est grave, effectivement, de partager ces identifiants ou de mettre un post-it sur leur ordinateur avec le mot de passe en clair. Le coût complexité, ça va peut-être nécessiter de passer par une campagne marketing. Je vais peut-être quand même faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il fait là-dedans pour la communication et pour avoir un bon wording d'attache. Donc, du coup, je me suis donné une échéance à 6 mois pour lancer ça, puisque j'aurais déjà mitigé autrement les choses. Donc, ça reste à lancer, pareil. J'ai toujours rien fait dessus. Créer une sauvegarde journalière pour la base de données, c'est associé donc au R6, qui est du coup le risque de chiffrer mes données par un activiste. Le frein et les difficultés, c'est un coût supplémentaire, tout simplement, parce que je vais devoir payer un deuxième petit serveur de sauvegarde qui a un certain coût. Et ça, par contre, il vaut mieux le lancer assez vite parce que je vais commencer comme je vous rappelle, ma méthode est révolutionnaire, encore une fois, à accumuler des utilisateurs assez très vite et je pourrais donc une forte croissance de mon site. L'action est encore du coup à lancer parce que j'ai d'autres choses en cours. Je vais mettre aussi en place du coup et fortement recommander l'authentification multifacteur pour mes utilisateurs. C'est associé toujours au risque que les utilisateurs se fassent voler leurs identifiants ou qu'on les devine et du coup donc qu'on leur pique leurs données. Là, j'ai pas de frein, une difficulté particulière, puisque ça va être principalement pour moi du code.
C'est un peu plus compliqué que juste mettre en place des règles de complexité de mot de passe, parce qu'il va falloir quand même être un peu clair avec les utilisateurs sur comment ça fonctionne. Si maintenant ça se démocratise, je me laisse à peu près 3 mois pour le faire et l'action du coup est à lancer. Alors bien sûr, j'ai pas listé tout ce qui devait être mis en place sur mon site, mais si je savais pas par où commencer, maintenant je sais. À partir de là, on va considérer que j'ai fait toutes les actions qui étaient nécessaires et donc je vais travailler sur maintenant des risques résiduels. Et donc cette évaluation des risques résiduels, elle intervient une fois que j'ai appliqué les mesures de traitement que j'ai définies à l'étape précédente. On va évaluer du coup de niveau la gravité et la vraisemblance de chaque scénario en fonction des actions qui ont été menées. Et donc on va prendre en compte un peu plus notre nouvel environnement. On va produire du coup une nouvelle synthèse en utilisant, ça c'est recommandé, la même cartographie que précédemment pour pouvoir s'en servir de base et pour les prochaines itérations. Et si jamais je fais appel par exemple à un auditeur pour lui montrer l'évolution justement de mon produit. Et donc Shazam, on voit donc que là, on a beaucoup moins de choses dans le rouge, beaucoup moins de choses dans l'orange, parce qu'on en a plus, et beaucoup de choses qui sont devenues, cette fois, acceptables en l'état. Si je remets le précédent, on était ici. Mais donc maintenant, si je prends mon risque, donc alors R1, R2, R4, je vais remonter, hop, s'il veut bien, un tout petit peu derrière. R1, R2, R4, du coup, un activiste vole des données en exploitant une faille du site, un activiste vole des données en exploitant une vulnérabilité du serveur, et un concurrent vole des travaux de recherche en accédant au Git. Et ben là, maintenant, hop, le risque est devenu tout à fait acceptable, donc pour l'instant, je ne vais plus m'en préoccuper. Pour ce qui est de R5 et R6, donc c'est pareil. Donc, un concurrent vole des travaux de recherche en volant du matériel servant au dev. Un activiste chiffre la base de données en exploitant une vulnérabilité du serveur. Je suis monté en compétence, j'ai mis en place un pare-feu, j'ai mis en place des sécurités, des pinces, des glissières anti-pinces, une poignée blindée, etc. Il y a peu de champs. Alors, je fais attention maintenant aussi quand je me balade avec mon PC, j'ai plus mes trucs de code. Globalement, les risques sont devenus eux aussi acceptables. Mais il m'en reste une, par contre, qui est donc R3 et qui n'est toujours pas à un niveau acceptable, même à un niveau acceptable du coup en l'état. Et donc du coup, celle-là, R3, c'est un activiste vol des données utilisateurs en devinant les identifiants utilisateurs. Parce qu'encore une fois, je l'ai classé très grave et je l'ai classé aussi dans les vulnérabilités qui sont assez vraisemblables. Et j'ai beau avoir du coup réévalué mon échelle, comme tous mes utilisateurs ne se sont pas fait imposer le second facteur, et ben c'est quand même malheureusement vraisemblable et même assez vraisemblable que un activiste parvienne à quand même voler des données. Donc je suis obligé de le considérer là à cet endroit. Ce qui fait que des fois, soit je l'accepte tel quel, soit je dois trouver de nouvelles mesures, tout simplement, pour réduire le risque encore une fois et le faire passer à acceptable sous contrôle ou encore une fois à acceptable en l'état. Et donc ces petits trucs et ces petites choses qui sont un petit peu torts-méninges, et ben on va les voir dans cette partie-là. Je code donc je suis pragmatique. Attention du coup aux excès. Donc l'évaluation des risques, comme je vous ai dit, elle se fait en cycle répétitif. Et du coup, rendre des scénarios acceptables peut amener à de nouveaux scénarios de risque. J'ai pris un exemple, du coup, j'ai maintenant une sauvegarde journalière sur mon petit projet. Si je ne prends pas en compte le fait que l'on peut me voler des données par ce biais, je risque non seulement de sous-estimer la vraisemblance des scénarios liés à l'événement redouté vol de données utilisateurs, mais je risque aussi d'oublier d'en ajouter un qui a trait à la gestion du stockage des sauvegardes. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important. C'est un cycle qui se répète régulièrement. On fait normalement pareil souvent en agilité. Donc ça, effectivement, c'est des premiers écueils à éviter. Autre écueil, et si je m'arrêtais là, on a vu plus haut du coup que certains scénarios sont considérés acceptables en l'état, mais il y en a aussi qui sont considérés tolérables sous contrôle, mais qui ne pourront pas descendre en dessous parce qu'on ne peut pas les considérer d'un niveau inférieur à G4. Donc le niveau le plus grave, et le niveau le plus grave, il n'a pas d'acceptable en l'état. Et donc ces scénarios-là, ils sont peu vraisemblables. J'ai pris des exemples. Et si mon équipe se fait enlever et torturer pour obtenir les accès, c'est très très grave.
effectivement. Par contre, bon, la vraisemblance, bon non, quoi. Et si on découvre une faille dans le programme SSH qui permet la connexion à n'importe quel serveur en route, bah, c'est très grave. Mais non seulement je ne serai pas le premier le plus concerné, et en plus de ça, c'est quand même assez peu vraisemblable, mine de rien. Et si plusieurs météores viennent pulvériser mes serveurs en même temps? Ok. Et si on mettait Paris en bouteille? Bah, c'est très grave, encore une fois, hein, il y a des morts, et puis j'ai perdu quand même mes données utilisateurs, donc c'est encore plus grave. Mais la vraisemblance, encore une fois, reste quand même assez faible, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Mais tous ces petits scénarios, ça reste des scénarios parasites, et on devine assez facilement du coup qu'il n'est pas possible ou extrêmement compliqué de prendre des actions contre, et donc du coup on va quand même éviter au maximum de prendre ces scénarios dans les cas à traiter, parce que sinon on risque tout simplement de ne pas s'en sortir. Et après ça, on a l'effet inverse. Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et à commencer à lister méticuleusement des scénarios très génériques qui peuvent éventuellement se produire avec un impact par contre quasi nul. Alors j'ai pris d'autres exemples. Hein. Et si un de mes développeurs tombe malade plus tard de temps en temps, bah, ok, ça peut arriver, hein, mais c'est pas très grave, ça va rogner sur mes marges de temps, peut-être un peu sur mes marges d'argent, mais bon, il faut que je fasse avec, c'est quand même assez vraisemblable, ça a quand même des choses de se produire, mais je pense que c'est acceptable en l'état. Et si un ticket prend un peu plus de temps que prévu, bah pareil, je vais rogner sur mes marges de temps et mes marges financières, mais bon, ça arrive, hein, voilà, ça peut se produire assez souvent, et l'impact, il est quand même pas non plus monstrueux. Et si certains utilisateurs n'aiment pas mon site, bah ouais, il y en aura toujours. Donc est-ce que c'est si grave que ça? Tant que c'est pas la majorité, je ne devrais pas trop m'en soucier, je pense. Résultat, il est fort probable qu'il y ait d'autres scénarios qui méritent plus d'attention. Et en traitant des cas comme cela, en priorité, je perds un peu tout l'intérêt de mon évaluation que je viens de faire. Mais donc du coup, c'est quoi l'avantage pour le développeur finalement? Alors j'en ai cité déjà quelques-uns, hein, vous les avez peut-être déjà entendus, mais on va faire un petit récapitulatif, parce que c'est bien gentil, mais tout ça, ça fait très gestion de projet. Alors moi, je m'y intéresse, mais peut-être que vous en avez rien à foutre et que vous les codez. Donc on va quand même lister quelques avantages que moi, effectivement, je trouve intéressants. Donc on pourra en discuter effectivement en fin de meet-up. Mais je vous lister déjà quelques petits trucs. Donc déjà, bah, vous avez fait une analyse et une évaluation des risques. Vous avez pensé, puis mis à l'écrit les bonnes pratiques et les règles d'hygiène que vous aviez utilisées. Alors, j'ai pas traité ce cas-là ici, mais j'espère que c'est quelque chose que vous faites déjà. Et si c'est pas le cas, au moins, bah, cette fois, vous l'aurez fait. Vous allez du coup avoir décrit des problèmes avant de vous y heurter, et vous allez donc écrire votre code en ayant une meilleure maîtrise de votre environnement et de votre écosystème général. Vous avez dégagé des priorités de traitement ainsi qu'un planning à plus ou moins long terme, pratique quand on ne sait pas par où commencer son projet. Et si vous démarrez seul, lorsque votre équipe se formera, déjà, la documentation sera un petit peu disponible. Si vous répétez le cycle en plus, même en faisant vous-même, vous aurez sans doute déjà beaucoup plus de documentation. Et quand même assez important, vous aurez engagé une démarche d'amélioration continue qui s'inscrit très bien bizarrement dans la réalisation d'un projet agile. Et donc, vous serez donc dans l'optique de vous améliorer sans arrêt. Je ne pense pas qu'on puisse trouver de choses négatives vraiment à cela. Alors, il y a sans doute plein d'autres choses. J'ai essayé de lister les principales, mais ça me paraît déjà être une bonne motivation pour se poser la question. Je n'ai pas encore une fois traité donc du coup le sujet hyper précisément. Si vous voulez, il y a plein d'autres trucs intéressants dans le PDF que je vous livrerai tout à l'heure. Mais déjà, vous voyez que vous pouvez le faire à différentes échelles, parce que moi je l'ai déjà simplifié, mais on va voir qu'on peut simplifier les choses un petit peu plus en faisant un parallèle qui est un petit peu douteux, mais que j'aime bien. Alors, c'est donc le TDD, c'est un peu, on va dire une ouverture au débat. Il y en aura peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de montrer un petit peu un parallèle entre une analyse de risque et un TDD, ce qui va se tourner un petit peu autour du méta de tout ça. Petit rappel donc rapide sur les TDD, normalement on fait en tant que développeur donc. Alors moi, vous avez vu tout à l'heure que je ne suis pas forcément un développeur qui fait du TDD à 100%, puisque moi j'ai tendance à écrire tous mes hits avant de coder, certes, et donc avoir mes scénarios de test, mais pas à les implémenter. Or, quand on écrit en TDD, normalement, on doit se forcer à avoir un test et un seul qui fail,
et à ne pas écrire un nouveau test tant qu'on n'a pas résolu et fait fonctionner le test actuel. On voit un petit peu le cycle qui est ici. J'écris un test, je vérifie mon test, logiquement mon test fail, j'écris donc mon code, je lance les tests, mon code doit fonctionner. Sinon, je continue d'écrire et je relance les tests jusqu'à temps que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, je nettoie un petit peu éventuellement mon code et je répète le processus. J'écris un nouveau test, je check à nouveau, je écris le code de production, je lance mes tests, je vérifie que ça fonctionne, je clean up mon code et on boucle. Et donc, du coup, si j'oublie une étape, typiquement, j'oublie de checker que mon test fail. Si ça se trouve, mon test il marchait dès le départ. J'ai écrit mon code, je run les tests, ça fonctionne, je suis content et en fait, j'arrive en production, paf, tout explose. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le TDD. Mais donc du coup, maintenant, lors du parallèle, l'essentiel c'est d'aller à l'essentiel. Les tests tels qu'ils sont mis à profit dans le TDD permettent d'explorer et de préciser un besoin. Alors vous voyez que j'ai mis des choses en gras, hein. Normalement ça doit faire écho à des choses dont on a un peu discuté. Puis de spécifier le comportement souhaité du logiciel en fonction de son utilisation, avant chaque étape de codage. Alors vous inquiétez pas, là je viens de voir un petit message passer. Je mettrai à disposition le PowerPoint, je ne sais pas si je peux l'envoyer dans le chat, mais on essaiera de le mettre à disposition et il y aura un replay au pire où vous pourrez aller le chercher. Voilà, donc j'en étais où donc avant chaque étape de codage, bien entendu. Le logiciel ainsi produit est à la fois donc, censé penser pour répondre avec justesse aux besoins et conçu pour le faire avec une complexité minimale. On obtient donc un logiciel mieux conçu, mieux testé, plus fiable, autrement dit, de meilleure qualité. Et donc ça, c'est un petit article qui est tiré de la définition du TDD, c'est pour ça que vous avez en fond d'écran le petit logo de Wikipédia. Et donc, normalement, on voit qu'on a un certain parallèle quand même qui est possible. J'explore avant de préciser, j'explore et je précise mes besoins. Je fais tout ça avant de coder. Je définis comment mon logiciel va se comporter en fonction quand même de son utilisation et des risques du coup que je veux limiter. Je vais du coup être forcément plus proche de mon besoin initial. Je vais avoir forcément une complexité moins importante puisque je me serai quand même concentré sur justement l'essentiel en évitant donc, tous les petits trucs parasites qu'on a vus un petit peu plus tôt. Je vais obtenir un logiciel mieux conçu, plus fiable et autrement dit de meilleure qualité en ayant fait donc, mon analyse de risque. Autre chose, toujours dans l'essentiel, c'est l'essentiel, donc pour continuer le parallèle, la méthode TDD permet d'éviter des modifications de code sans lien avec le but recherché, car on se focalise étape par étape sur la satisfaction d'un besoin en conservant le cap d'un problème d'ensemble à résoudre. Ça ressemble quand même assez globalement à un petit résumé de ce qu'on a fait. Puisque nous, on a pris des scénarios, on a dégagé ceux qui étaient les plus probables et les plus graves, qu'on a pondérés. On n'a pas oublié qu'on avait plusieurs scénarios à gérer et on a résolu étape par étape nos différents scénarios pour du coup réduire le périmètre de risque. La méthode TDD permet d'éviter des accidents de parcours ou des tests échouent sans qu'on puisse identifier le changement qui est à l'origine, ce qui a pour effet d'allonger la durée de cycle de développement. Et là, du coup, on est encore un petit peu dedans. Si jamais j'oublie des scénarios dans mon... déjà, si jamais j'ai bien fait mon analyse de risque, j'évite d'oublier des scénarios essentiels. Et si j'oublie des scénarios essentiels, par contre, je saurai à peu près assez rapidement où ils se situent quand même sur mon évaluation des risques, puisque j'ai listé ce dont j'avais peur. Et donc, je vais pouvoir refaire un nouveau cycle, mon retraçage de alors mon angle d'attaque, ma vraisemblance, ma gravité, tout ça, et les intégrer assez vite dans mon processus. La méthode TDD permet de maîtriser le coût des évolutions logicielles au fil du temps grâce à une conception de code perméable au changement. Là, encore une fois, on est toujours un petit peu dans le même principe d'agilité, qui du coup est très général et le parallèle peut se faire sans doute avec plein d'autres choses, mais je trouvais aussi quand même ça assez intéressant. La méthode TDD permet de s'approprier plus facilement n'importe quelle partie du code en vue de le faire évoluer, car chaque test est ajouté dans la construction du logiciel et ça explique et documente le comportement du logiciel en restituant l'intention des auteurs. Et l'analyse de risque et l'évaluation des risques, c'est exactement la même chose.
Vous allez, comme je vous ai dit, pouvoir la présenter par exemple à un dev qui va arriver. Alors bien sûr, si vous avez des trucs où vous souhaitez limiter par rôle, hein, vous ne lui présentez peut-être pas tout, mais en tout cas, ça va vous donner à vous une bonne idée déjà d'à quoi ressemble votre projet et votre écosystème. Alors certes, d'un point de vue très sécurité, mais c'est quand même assez important. Et donc, vous allez vite aussi pouvoir documenter des choses, puisque chaque risque va correspondre à une description, une gravité, etc. Et en regardant vos analyses de risque cycle par cycle, vous allez pouvoir dégager du coup l'intention que vous aviez et montrer en fait comment vous avez développé votre petit logiciel. La méthode TDD permet de livrer une nouvelle version d'un logiciel avec un haut niveau de confiance dans la qualité des livrables, confiance justifiée par la couverture et la pertinence des tests à sa construction. On n'invente rien, on est toujours un petit peu dans la même idée, agilité, qualité, confiance et surtout pertinence, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je me suis concentré sur l'essentiel. Et donc maintenant, on va faire un petit peu d'exercice. Alors donc pour cet exercice, je vais utiliser le chat, donc je vais le remettre, je n'aurai plus que les notifications. Je vois, c'est pas grave si les utilisateurs sont aussi pulvérisés. Donc ce qu'on va faire pour ce petit truc-là, on va mettre en place des règles avec un cas pratique, donc le randonneur à la montagne. Donc je fais un petit disclaimer, on va traiter un seul scénario parce que du coup, on n'aura sans doute pas le temps d'en traiter beaucoup non plus, mais on va faire quelques variances quand même. On va se contenter des règles qui sont énoncées et du contexte pour se décider. J'ai essayé d'être le plus précis possible dans le contexte et le plus évident possible, mais j'en ai mis un ou deux qui sont quand même un petit peu plus pièges, histoire d'illustrer certains petits aussi problèmes auxquels on peut se confronter. Et le but global reste de montrer que l'environnement et les mesures prises influent énormément sur l'évaluation que vous allez faire de vos risques. Et que c'est pour ça que c'est important de répéter aussi cette évaluation en cycle. Donc c'est parti, cas de randonneur à la montagne. J'ai mon petit Théophile Kédarji, qui est randonneur. Donc lui, sa passion, c'est de se balader, voilà. Il aime principalement la montagne, et donc là, effectivement, on va l'accompagner un petit peu. On va définir une échelle de gravité, alors qui ressemble étonnamment à celle qu'on avait un petit peu plus haut, sauf que cette fois, j'ai modifié un petit peu les conséquences. Donc j'ai toujours G4, G3, G2, G1, ça change pas. Et les conséquences, en G4, donc critique, j'ai une incapacité à combler tout ou partie des besoins vitaux de petit randonneur, c'est qui se traduit par un risque de mort, tout simplement. Ah, j'utilise quel logiciel pour dessiner PowerPoint pour information, enfin en tout cas celui-là, sauf si c'était pour le petit logo, ça je l'ai honteusement cliqué sur internet. Donc du coup, je reviens à mon truc. On a une incapacité donc, de combler tout partie des besoins vitaux, on a juste un risque de mort, c'est inacceptable. Niveau en dessous, j'ai une forte dégradation de la capacité à combler mes besoins vitaux. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup quand même à ce qu'il y avait un petit peu plus haut. J'ai un risque de séquelles à vie. En dessous encore, j'ai une dégradation de la capacité à combler mes besoins vitaux, mais j'ai un risque de séquelles peut-être à court terme, mais sur le long terme, je devrais quand même m'en remettre. Et enfin mineur, je n'ai aucun impact sur ma capacité à combler mes besoins vitaux. Au plus, j'ai un risque d'inconfort et je raterai peut-être la raclette par contre. Rien normalement de bien grave. Je vais reprendre donc mon échelle de vraisemblance qu'on avait plus haut. Donc, pour petit rappel, vraisemblance élevée, enfin très élevée, vraisemblance élevée, significative et faible. Je commence à maîtriser ces mots parce qu'on les utilise et on me les rabâche beaucoup un petit peu en audit. Mais donc c'est exactement la même que celle qui est plus haut. Petit rappel sur la stratégie de traitement. Encore une fois, c'est la même, on ne la bouge pas. Acceptable en l'état, aucune action. Tolérable sous contrôle, suivi à mettre en place dans le cadre de l'amélioration, à moyen et à long terme. Inacceptable, je dois prendre des actions immédiates et potentiellement, j'arrête certaines choses. Donc, mon petit Théophile qui est d'argile à la montagne. On va poser le contexte. Normalement, celui-là devrait être assez simple. Et donc, je vais vous demander, une fois qu'on aura posé ce contexte, de mettre dans le chat ce que vous estimez d'abord en termes de gravité, puis ensuite, on fera la partie vraisemblance. Donc là, nous sommes en plein hiver, pour commencer. Il fait nuit. On annonce une tempête. Théophile est en t-shirt, tongs et short.
Théophile ne suit pas les chemins balisés. Théophile n'a ni GPS, ni balise de détresse, ni téléphone. Alors certes, Théophile est probablement très con. Mais bon, c'est pas le but. On va commencer du coup par évaluer un petit peu la gravité. Donc, je vais vous demander sur le chat de mettre là la gravité que vous estimez sur l'échelle, donc gravité de 1 à 4, du scénario du randonneur qui se perd, tout simplement. Alors, je vois des 4 principalement, je vois des 2. Ça va falloir qu'on explique. J'ai vu un 1 au niveau de la gravité. Alors, la gravité, plus c'est haut, plus c'est grave, hein, pour information. J'ai du 3, voilà, il y aura donc probablement au moins des séquelles graves pour la plupart du temps. Ok, donc j'ai quand même principalement du 4. Je vois qu'il y en a, alors je ne sais pas s'il y en a qui descendent leurs notes ou qui mettent un peu moins, mais j'ai quand même pas mal de 4. Effectivement, moi ça, j'ai nommé quand même la gravité en 4, puisque dans le scénario actuel, il y a de grandes chances que les conséquences soient extrêmement graves si mon randonneur se perd, et il y survivra probablement pas. On est en montagne. Je vous rappelle, là oui, la montagne fait partie quand même un petit peu du truc. Maintenant, on va évaluer la vraisemblance, donc pareil, de 1 à 4. Quelle est la probabilité que mon randonneur se perde? Donc de 4, un quasi certain, à 1, c'est relativement peu probable. Alors, on va se contenter, là j'ai vu quelqu'un qui pose des questions, on va se contenter de ce qui est noté là. Donc on imagine par exemple qu'il n'a pas fait spécialement, je l'aurais précisé s'il avait déjà fait le parcours, en gros. Mais ça peut être des questions qu'on peut se poser justement et qui peuvent nous fausser dans notre évaluation justement de l'écosystème. C'est pour ça que les 2 premières étapes de l'analyse de risque que je n'ai pas évoquées sont quand même assez importantes. Et ça, je vous invite à vous remettre au niveau du PDF. Donc j'ai quand même vu une majorité de 4, même s'il y a eu effectivement quelques 3, mais globalement, effectivement, c'est plutôt, que j'ai mis aussi, c'est quasi certain que notre petit copain va se perdre. Au pire des cas, c'est très 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 probable. Si je le place sur mon échelle, aïe 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 aïe. Oui, là on va considérer que mon randonneur, c'est un randonneur tout à fait moyen, effectivement. Il n'est pas du tout expérimenté. Enfin, s'il était expérimenté, mon randonneur, je suppose qu'il ne serait pas venu en tongs en t-shirt en hiver, en pleine nuit, en oubliant balise, GPS, etc. Donc, vous pouvez penser un petit peu ce que vous voulez, mais sinon, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Mais donc, je mets mon résultat sans grande surprise. Je vais peut-être lui dire, mec, renonce à ton idée. C'est pas fait pour toi, la montagne, clairement. Donc, je prends une action qui est là de dire tout simplement, mec, tu vas pas comme ça. On va t'habiller, on va faire quelque chose, on va faire, voilà. On va varier un petit peu les plaisirs avec un nouveau contexte, bien entendu. On est toujours en hiver, mais cette fois il fait jour. Par contre, on a annoncé une tempête. Du coup, Théophile est toujours en t-shirt, tongs et short, hein, ça change pas. Théophile suit les chemins balisés cette fois, et Théophile a un GPS, une balise de détresse et son téléphone. On va se reprêter à l'exercice, du coup, quelle est la gravité de ce scénario de 1 à 4? Donc, je vous laisse écrire sur le chat, effectivement, pour voir un petit peu. 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, voilà. 2, encore quelques petits 2, beaucoup de 4 quand même. Voilà. Effectivement, du 3, du 3, donc on a au moins du 3 ou du 4. Et effectivement, moi j'ai toujours estimé à 4 parce que globalement, mon contexte de gravité a pas beaucoup changé. Je suis toujours en plein hiver. Bon, certes, il fait jour, mais on annonce une tempête. Théophile est toujours en t-shirt tongs et short. Alors certes, il suit les chemins balisés, certes, il a un GPS, une balise de détresse sur téléphone, mais si jamais il se perd, et à ce moment-là, effectivement, il a quand même peu de chances de survivre. Et je vois des choses qui apparaissent, mais ça, on va le garder pour la vraisemblance qu'on va faire tout de suite. Je vais vous demander, par contre, d'évaluer la vraisemblance que mon randonneur se perde. Donc allez-y, hein, sur le chat, toujours, voilà. Donc on a du très faible, du 1, du 2. Voilà. Effectivement, donc ça semble assez évident. Il y a très peu de chances qu'il se perde à une chance
peut-être significatifs qui se perdent. On peut se dire qu'il est peut-être un peu bête, puisque visiblement, il est toujours en tongs en plein hiver. Mais moi, je l'ai évalué à 1, histoire de montrer un petit peu l'exemple. Et c'est là qu'on va voir apparaître un petit truc intéressant. Donc, j'ai une gravité à 4, j'ai une vraisemblance à 1, et j'arrive ici, donc, sur un résultat, donc on en parlait tout à l'heure, où la gravité est quand même assez importante, parce que les impacts sont forts, mais la vraisemblance est quand même assez faible. Donc, je l'aurais mis à 2 à 1, vous voyez que ça change finalement pas grand-chose en termes de risque de traitement. Donc, c'est tolérable sous contrôle. Et tolérable sous contrôle, pour moi, c'est éventuellement, il participe à une expérience scientifique où il doit être comme ça, il est surveillé, potentiellement, il doit communiquer tous les 5 minutes, on peut prendre des tas de mesures, il est accompagné, mais en l'état, s'il part tout seul, c'est quand même pas bien. Donc, on va mettre en place des actions quand même, histoire qu'il puisse tout simplement ne pas mourir. Nouvel exercice, donc il y en a encore 3 comme ça. Petit contexte. On est en plein été cette fois. Il fait jour. Et on annonce un temps clair. Théophile est habillé pour la randonnée, pour une fois. C'est bien de le marquer. Théophile a à boire et à manger pour 5 jours. C'est pas mal. Théophile possède une tente. TENT, Peut-être qu'il en possède une autre, mais c'est pas nos oignons ici. Théophile ne suit pas les chemins balisés. Théophile n'a ni GPS, ni balise de détresse, mais un téléphone 3310 qui capte plutôt bien. Et qui captera même en montagne. Là, j'ai essayé d'anticiper un petit peu les remarques. Donc, on va réévaluer la gravité. Quelle est, dans mon scénario, la gravité avec, qui peut casser la montagne avec le 3310, effectivement. Quel est le niveau de gravité? Du 1, du 2, voilà. Alors, effectivement, on tourne autour de 1, de 2. J'ai vu un petit 3 passer. Mais globalement, moi, je l'ai évalué effectivement à 1. S'il se perd, on est en plein été, il fait jour, il a des rations, il a une tente, il peut dormir. Et en plus, il a un téléphone avec lequel il peut quand même appeler les secours. S'il le fait pas, c'est un peu bête. Et de plus, c'est un 3310 quand même. Donc bon, normalement, il devrait à peu près s'en sortir. Mais du coup, maintenant, quelle est la vraisemblance que Théophile se perde? Je crois qu'il y en a qui ont deviné un petit peu l'intention, effectivement. Il ne faut pas que le 3310 tombe sur les antennes, sur les orteils, effectivement. À cause du 3310. Alors là, j'ai vu beaucoup de 4. Donc 4, pour rappel, c'est quasi certain. Moi, je l'ai quand même évalué à 3, la vraisemblance. Parce qu'il a quand même son 3310, mine de rien. Donc bon, il n'a pas de GPS, pas de balise de trucs, tout. Mais il est bien habillé, il est en plein été, il fait jour, voilà. Ça aurait pu être 4, quasi certain qu'il se perde, parce qu'il ne suit pas les chemins balisés. Mais du coup, je me suis dit que quand même, c'était un petit peu plus raisonnable et que ça avait peut-être un peu moins de choses à arriver, puisque cette fois, il a l'air quand même d'être un peu plus équipé. Donc, au vu de ce qu'il y a, je vais me dire que bon. Ah, peut-être qu'il a sa carte, effectivement, mais ça, on ne le sait pas. Par contre, en tout cas, il a l'air un petit peu plus habillé déjà. Donc, il maîtrise sa tête un peu mieux. Et le temps est clair, bien sûr. Donc, en montagne, on a de la visibilité avec un temps clair. Si on place ça sur notre graphique, on se retrouve du coup dans toujours tolérable sous contrôle, mais cette fois avec un niveau de gravité qui est faible et une vraisemblance qui reste assez élevée. Et pareil, si on avait eu V4, on n'aurait pas eu d'incidence sur ce qu'on apporterait nous en termes de traitement. Donc, c'est tolérable sous contrôle, par exemple, s'il est accompagné, effectivement. Si derrière, on lui met en place, pareil, le même genre de suivi derrière qu'on a mis en place pour la partie V2, et du coup, on devrait pouvoir s'en tirer à peu près et le laisser faire son truc. Autre chose, contexte, le temps change vite en montagne. Peut-être, effectivement. J'avoue, je ne suis pas trop spécialiste là-dessus. Attention au Sérac. Effectivement, je vois qu'il y a des randonneurs et des alpinistes. Alors, j'espère que vous ne vous appelez pas Théophile. Si vous appelez Théophile, je m'excuse. Et si vous appelez Théophile Pied d'Argile, là, j'y peux rien. Et si vous vous promenez en tongs en plein hiver, là, c'est pas mon problème non plus. Donc, cette fois, nous sommes en plein été. Il fait jour. Et on annonce un temps clair.
Théophile est habillé pour la randonnée. Théophile a à boire et à manger pour son jeu. Théophile possède une tente. Théophile suit les chemins balisés. Théophile possède GPS, balise de détresse et téléphone. Quelle est la probabilité, enfin, quelle est, pardon, la gravité de ma situation quand mon randonneur se perd? Il y a un petit côté fait entrer l'accusé. Oui, j'aime bien effectivement mettre le ton. Je fais, pour l'intéressant de personne, mais je fais du jeu de rôle en fait et j'aime bien mettre le ton. Alors, en termes de gravité, je vois effectivement vacances sur 4. Ok, d'accord. 0, carrément. Ah bon, il n'y a absolument aucun risque. Enfin, c'est absolument pas grave, c'est-à-dire qu'il ratera même pas sa raclette, le pauvre Réunion. Ok, donc toc, toc, toc. Bon, moi, je l'ai mis à 1, la gravité. Parce qu'au pire des cas, s'il se perd, là, le pire qui puisse lui arriver, c'est de louper sa raclette. Et maintenant, donc, quelle est la vraisemblance que ce scénario se produise, donc que le randonneur se perde? 4 du coup. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, je pense que là, c'est assez unanime. C'est bien. Tout le monde est d'accord cette fois. Et oui, effectivement, je suis aussi assez d'accord. J'aurais pu vous dire, eh ben non, moi j'ai mis 2. Non, j'ai mis 1 aussi, effectivement. C'est assez peu probable que mon randonneur se perde. Ce qui fait que du coup, bon, on est vraiment dans le maximum de l'acceptable en l'état. Et puis du coup, petit scénario encore, cette fois derrière, un peu de contexte. Cette fois, on est au printemps. Il fait jour, toujours, pas de problème. On annonce un temps clair. La randonnée fait 20 km. Alors j'ai vérifié un petit peu quand même, je me suis documenté histoire de pas dire des conneries, parce que s'il y a des randonneurs, je vais me faire engueuler. C'est à peu près faisable en une journée pour une personne qui n'est pas spécialement entraînée. Théophile est habillé quand même pour la randonnée. Hein. Théophile a à boire et à manger pour un repas. S'il se rationne vraiment, on peut en faire 2. Théophile suit les chemins balisés quand même. Hein. Théophile, par contre, n'a ni GPS, ni balise de détresse, ni téléphone. Dans cette situation, selon vous, quelle est la gravité? Et là, on va s'amuser un petit peu. Je vous laisse écrire hein, sur le chat, pareil. Donc, on a du 4, on a du 3, du 4. Si, il a à boire et à manger. Alors, je ne sais pas si c'est de l'eau, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Peut-être que c'est de la picole. Mais on va considérer que c'est de l'eau quand même. Hein. Des fois du 2, du 1, du 3. Alors, ce qui ressort principalement cette fois, c'est le 3, j'ai l'impression. Il y a quand même pas mal de 4 aussi. C'est du Red Bull, il rentre. D'accord, effectivement. Effectivement, ouais, j'ai mis ma gravité à 3. Parce que bon, il va probablement pas en mourir s'il se perd. Parce que bon, il a un repas, voilà. Il suit les chemins balisés et tout, voilà. Donc, il ne va pas s'éloigner, on ne va pas le retrouver. La randonnée fait 20 km. Derrière, voilà, c'est pas non plus énorme. Il fait jour, on est au printemps, il fait pas froid. Il devrait à peu près s'en sortir, le temps est clair. Donc, c'était un petit peu plus subtil. Oui, vous n'avez rien vu. Et donc, quelle est la vraisemblance? Et normalement, là, tout le monde doit avoir bon. Ah, j'ai vu une personne qui n'a pas suivi. Pas bien. Je connais cette personne. Et elle fait le même genre de choses aux estimations quand on estime les tickets. Dénonciation. Donc du coup, effectivement, bon, tout le monde l'a bien vu. Hein, la vraisemblance de mon scénario, elle est à 2. Puisque mine de rien, j'ai quand même pas mon GPS, j'ai quand même pas mes balises de détresse, mon téléphone. Et je suis quand même les chemins balisés, donc il y a assez peu de chances que je me perde, mais il y a quand même une chance que je me perde. Donc du coup, ça sera pas une chance quasi nulle. Et donc si je me place ici, je tombe encore sur tolérable, sous contrôle. Donc je vais sans doute devoir prendre des actions, comme par exemple peut-être au moins emprunter un téléphone, ou à la limite une balise GPS, ou me faire accompagner, ou acheter une carte. Je pense qu'à partir de maintenant, vous avez à peu près compris le principe. Vous avez du coup normalement aussi un peu vu le fait que l'analyse de risque et l'évaluation de risque, ça peut se passer à tous. Si vous voulez que je vous donne des petits exemples dont j'ai discuté un petit peu en déconnant avec certains collègues et puis aussi que je me suis amusé à imaginer.
Vous voulez vous marier, faites une analyse de risque. Et vous allez voir que ça marche très bien. Vous voulez, voilà, celle-là, j'étais sûr qu'elle allait faire mouche. Vous voulez faire un prêt bancaire et faire de la location, vous pouvez faire une analyse de risque, hein, pourquoi pas. Vous voulez un gosse, putain, faites une analyse de risque. Normalement, celle-là, je pense qu'elle est aussi assez où là, je vois plein de points d'interrogation. Alors, est-ce que les points d'interrogation, c'est parce que j'ai mal articulé quelque chose ou c'est juste parce que vous vous amusez avec les émoticônes? Non, parfait. C'est exactement la réponse à laquelle je m'attendais. Les gosses, c'est bien. Oui, effectivement. J'en ai pas moi personnellement, mais du coup, je peux me présenter, je peux me permettre de tacler. Voilà, donc du coup, on a vu que ça s'applique à beaucoup de choses. Non, parce que tu as dit que pour un gosse, il faut analyser les risques. D'accord, ok. Les analyses de risques aussi. Enfin voilà. Donc, j'espère déjà que ça vous a plu et que c'était pas trop rébarbatif, parce que quand vous allez voir la tête un petit peu du PDF, vous verrez, j'ai quand même élagué un petit peu. Je vous conseille bien de regarder ce PDF, ça va me permettre là, de faire une petite transition vers de la doc. Renseignez-vous, donc là je vous ai mis le lien. Faites-vous des screenshots éventuellement, parce que je vais essayer de vous partager la présentation, mais je ne sais pas si je peux la faire passer par le chat avec i5. De base, on était censé être sur Google Meetup, ça devait fonctionner. Donc vous avez donc l'analyse moteur de la maîtrise du risque numérique avec EBIOS Risk Manager, donc qui est sur le site ssi.gouv.fr, donc de l'ANSSI. Voilà, donc vous avez le petit URL, j'espère qu'il est lisible. Ah oui, je peux effectivement vous partager juste après les liens dans le chat quand j'aurai désactivé la présentation. Tout à fait. Je ferai ça effectivement. Bonne idée. Merci. L'agilité, sécurité, je vous partagerai aussi éventuellement mon mail pro, comme ça, si jamais vous voulez le PowerPoint et que j'ai pas réussi à le partager, je vous enverrai, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le PDF, le PowerPoint en retour, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous conseille également un petit truc qui est ce qui m'a fait découvrir, parce que j'ai pas découvert du coup cette méthode par la méthode EBIOS Risk Manager directement, mais par un petit document PDF, toujours sur ssi.gouv.fr. Agilité et sécurité numérique, méthodes et outils à l'usage des équipes projet, qui s'adressent aussi bien du coup aux développeurs à ceux qui font de la gestion de projet, et même d'ailleurs un peu à tout le monde en fait. Moi j'en ai une petite version, je suis privilégié en livre, vous voyez en gros, hein, au niveau de l'épaisseur, c'est pas un truc qui est forcément hyper épais. Ça fait pour information 50, ouais, c'est ça, une soixantaine de pages plutôt. Mais surtout, ça vous décrit un petit peu déjà ce que vous pouvez faire en termes d'amélioration continue avec l'agile, et surtout comment bien prendre en compte la sécurité quand vous développez. Plus généralement dans les bonnes pratiques, ça vous le savez peut-être pas. Alors le nom de ce bouquin, c'est celui qui est aussi en lien du PDF, c'est Agilité et sécurité numérique, méthodes et outils à l'usage des équipes projet. Je vous les mettrai bien sûr dans la description. Au niveau bonne pratique, du coup, je vous ai mis un lien un peu plus générique parce que sur le site de l'ANSSI, donc ssi.gouv.fr, vous allez trouver énormément de petits documents qui ne sont pas tous rébarbatifs, et même d'ailleurs pour une grande partie, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour communiquer justement, qui sont valables aussi bien si vous êtes une collectivité, parce que c'est quand même un truc de l'État, mais aussi une entreprise ou même un particulier. Alors vous verrez qu'entreprise et particuliers, ils ont un petit peu triché, ils ont mis à peu près les mêmes liens. Mais globalement, là-dedans, vous allez trouver des choses que vous pourrez parfaitement appliquer aussi, vous, sur vos projets perso, voilà, tout comme l'analyse de risque, hein, rappelez-vous, le mariage, les enfants, tout ça. Et un petit peu plus hors sujet, du coup, je vous ai mis, les liens vers les ressources de Calliope et les liens vers le blog, puisque vous y trouverez des webinars, vous y trouverez des articles sur divers sujets. J'ai mis hors sujet parce que c'est pas forcément lié à l'analyse de risque, hein. J'ai pas forcément d'ailleurs trouvé de trucs sur l'analyse de risque, comme ça maintenant il y en aura un. Mais en gros, vous allez trouver plein d'articles sur des tas de machins et tout, sur lesquels les développeurs et les gestionnaires de projets et autres sont plutôt actifs. Donc c'est assez sympa. Et le but, bien sûr, de tout ça, c'est de partager. Du coup, merci à tous. Voilà. Et donc du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Pour ça, donc vous allez pouvoir réactiver effectivement vos micros. Alors on va essayer de pas se marcher dessus.
on va voir ce que ça donne. Peut-être que je demanderai du coup éventuellement à Marine, si tu es là, de faire la modération. Marine, est-ce que tu m'entends? Ouais, pas de problème. À la limite, toi, tu verrais la chose comment? Est-ce qu'on a des mains qui se lèvent dans le chat et puis on donne la parole par personne? On appelle les gens? Ouais, on peut faire ça. Si vous avez une question, manifestez-vous dans le chat si on vous appelant, vous pouvez réactiver votre micro. Ouais, je vais temporairement arrêter mon partage histoire de vous envoyer les liens. Et puis comme ça, du coup, pendant ce temps-là, je laisse du coup, Marine regarder s'il y a des questions. Alors, on a des merci, on a des bravos, des pouces levés, mais pour le moment, je vois pas de questions. Je sais pas si quelqu'un peut se manifester. Voilà, je vous ai mis les liens, alors j'espère ils sont à peu près bien passés. Hop. Alors, quelqu'un a une question? Allez, Déborah, Déborah. tu peux activer ton micro, Déborah, et prendre la parole pour échanger directement avec Stéphane. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Cool. Très jolie voix. On parle d'analyse de risque, donc de prévision. Mais une fois qu'on a analysé le risque et qu'on a évité le risque, est-ce qu'il y a une preuve que le risque en question existait bien? Est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il y a des outils pour voir si le risque a été tenté? Je sais pas comment le dire autrement. Ah, d'accord. Donc là, on n'est plus dans la prévision, si je comprends bien, on est plutôt dans l'analyse de est-ce que ce scénario m'est déjà arrivé, c'est ça? Est-ce que ça a servi à quelque chose d'essayer de prévenir le risque? Ou dans le cas où on l'a pas prévenu, est-ce que effectivement il y a bien un risque? Alors, le fait de savoir s'il y a un risque ou non, ça va être lié donc à la première partie, donc un petit peu les deux premières parties là qu'on a un peu moins vues. Mais dans ces deux parties, normalement, vous allez donc définir votre écosystème. Alors, je peux peut-être partager éventuellement, je vais essayer de voir si je l'ai assez vite, le PDF. Mais donc, vous allez décrire donc votre écosystème et avec cet écosystème, normalement, vous allez pouvoir évaluer. Encore une fois, c'est de la pondération. Hein, donc, c'est jamais certain que vous aurez le risque, mais normalement, si vous avez évalué un risque qui est vraisemblable, c'est que vous estimez, vous en tout cas, que vous devez d'une certaine façon traiter le problème, si la gravité est suffisamment importante, hein, bien entendu. Mais normalement, vous devriez à peu près, si vous arrivez à bien faire vos estimations, vous en sortir avec pas trop de faux positifs ou de faux négatifs. Enfin, plus de faux négatifs sans doute que de faux positifs. Et donc là, hop, je vais faire mon petit partage. Hop là. Alors, est-ce que tout le monde voit peut-être le mettre comme ça, voilà. Est-ce que tout le monde voit un petit peu le PDF? Oui, c'est bon. Ok, donc du coup, comme je disais, normalement, donc le but des deux premières étapes, ça va être de cadrer, en fait. Donc, vous voyez, ça c'est un schéma que je vous ai pas montré, qui est un petit peu plus lourd, mais il y a une première étape qui est cadrage et socle de sécurité, où vous allez justement déterminer l'état alors, je vais pas dire l'état du marché, mais je vais appeler ça l'état de l'art pour faire un parallèle avec les processus scientifiques. Donc, où en sont les technos là-dessus, quels sont les risques principaux, etc. Vous allez vous documenter, vous allez décider en gros déjà des bases de sécurité que vous allez émettre. Et ça, que ce soit un début de projet ou que ce soit un projet déjà fait. Et donc, dans ce cadrage, vous allez définir tout un tas de trucs. Donc, on a vu certains, les sources de risque, etc. Hop, si je descends un petit peu, je cherche ma page, l'atelier conceptualiser une synthèse. Donc, vous allez faire ça en plusieurs ateliers. Là, on est déjà un petit peu plus haut. Est-ce que je trouve Ah non, pardon, voilà, c'est ça, l'atelier 1. Déjà, donc, vous n'allez pas forcément faire toutes les mêmes étapes parce que c'est un processus qui est agile, encore une fois. Donc, certaines étapes se font ou non. Et surtout, voilà, j'arrive à la partie qui m'intéressait. Vous allez donc, à l'issue de votre premier atelier, avoir identifié normalement les éléments de cadrage, donc les objectifs que vous visez, les rôles et responsabilités de chacun. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que quand vous définissez les tâches, normalement, dans ma petite liste de tâches que j'avais, vous mettez un responsable aussi, c'est important. Le responsable, c'est pas forcément celui qui fait, c'est celui qui va suivre là-dessus. Et donc, vous allez mettre un cadre temporel, vous allez définir votre périmètre métier technique, les missions, les valeurs, les biens, les supports, et vous allez faire la liste des événements redoutés et de leur niveau de gravité. Ça, c'est ce qu'on a commencé, nous, à faire
et qu'on a fait du coup après avec la vraisemblance. Et donc, encore une fois, ça peut arriver, parce qu'aucun processus n'est parfait, et surtout si vous n'êtes pas forcément documenté, ou éventuellement, alors je vais voir si j'arrive à choper mon petit, voilà, vous avez peut-être mal formulé les conséquences par rapport du coup à votre échelle critique, ce qui fait que vous avez du mal à placer certains éléments, vous avez mal formulé la vraisemblance, et donc du coup c'est pareil, vous avez un peu de mal à placer sur l'échelle. Ce PDF regorge de tas de petits conseils qui vous éviteront justement d'avoir du mal à placer les choses, parce qu'effectivement, si jamais vos échelles sont mal conçues, c'est là où vous aurez ce problème-là. Et c'est ça le risque principal, même j'ai envie de dire, c'est de mal définir son truc de départ. Comme on l'a vu, c'est une pyramide, hein, avec cette question. Je vais remonter un petit peu dessus, pop, pop. C'est une pyramide, et du coup, la base est très importante. Le cadre réglementaire et normatif est très important, tout globalement est très important, mais le plus important, c'est d'abord d'avoir la base, puis ensuite seulement, une fois qu'on a la base, le cadre, puis ensuite seulement les scénarios. Parce que si vous n'avez pas les principes de base, bah, votre pyramide elle se casse la figure, malheureusement. J'espère du coup que ça répond à peu près à la question. On avait aussi une question. Oui. On avait aussi une question de Paul. Si tu veux prendre la parole et poser tes questions. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, très bien. Super. Alors du coup, moi, c'était dans le cadre d'un projet de développement genre logiciel classique, enfin ce qu'on fait généralement. Web c'est quoi logiciel. la fréquence à laquelle on va refaire l'évaluation des risques généralement? Alors ça va beaucoup dépendre en fait de à quelle étape du projet vous êtes en général, puisque enfin, je suppose que du coup vous allez coder en agile hein, sur votre projet ou créer votre projet du moins en agile, ce qui fait que au départ, si vous démarrez le projet, vous allez en faire un premier, vous allez faire donc toutes les étapes par lesquelles on est passé, et vous allez attendre après un certain temps que votre projet évolue avant de vouloir en refaire un autre. Et ça, c'est à vous de le déterminer et de choisir quand vous voulez le faire. Si par exemple vous avez un projet qui est déjà existant et sur lequel vous avez jamais fait ce risque-là, c'est bien d'en faire un premier d'abord, de traiter les cas, de s'entraîner en faisant vraiment, bah, comme là on a fait en fait, des tout petits, prendre que quelques risques, résoudre les trucs, voilà, faire nos actions, nos machins, puis réitérer très rapidement dessus. Et au fur et à mesure en fait que votre projet du coup va s'étirer, et ben vous allez va grandir, vous allez étirer, je veux dire, vos itérations de plus en plus, parce que du coup vous aurez traité de plus en plus de risques. Il y en a, en fait, vous allez les refaire quand vous allez à force intégrer des nouveaux éléments qui intégreront de nouveaux scénarios. Et le but après, c'est de faire se suivre je dirais presque en plan do check act, mais de le suivre en fait presque sprint par sprint. Quoi. Si vous faites ça, c'est vraiment parfait. Souvent, vous aurez peut-être rien à dire, mais il se peut que vous dites ah bah tiens oui, je veux rajouter ce scénario là. Là, ça veut dire que vous êtes quand même déjà dans un projet qui est assez évolué. Hein. Mais après, c'est à votre libre choix. Le mieux étant de le faire régulièrement. Donc, vous pouvez dire tous les 5 sprints par exemple. Nous, généralement, elle est mise à jour petit à petit quand on a des nouveaux cas au stade où on est sur France Connect. Dès qu'on détecte de nouveaux scénarios ou qu'on change le périmètre de France Connect, par exemple, on a intégré récemment la possibilité pour les aidants donc qui font des démarches à la place de certaines personnes de passer par France Connect, et ben c'est quelque chose que l'on doit traiter dans notre analyse de risque. Donc, il y a eu une itération qui a été faite pour ajouter cela. Mais ce ne sont pas des grosses itérations. Tout le travail est fait, la base, vous allez en fait capitaliser, comme je vous ai dit, sur ce que vous avez commencé à construire. Oui, genre on part du principe qu'il y a une base qui est stable et qui est safe, entre guillemets, et du coup, on va faire l'analyse de risque sur les itérations qu'on a faites, quoi. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il y avait Augustin qui avait une question. Il demandait s'il y avait une échelle type pour déterminer la vraisemblance et la gravité d'un risque. Et ben les échelles là que je vous ai présentées justement, qui sont, on va voir dans le PDF hein, encore une fois. Alors on va redescendre un petit peu. Alors vous allez voir qu'elles sont très génériques, mais en gros là, du coup, pour vous donner une petite information, l'exemple qui est pris, c'est alors un exemple assez actuel, qui est l'exemple d'une société de biotechnologie qui fabrique des vaccins.
Et donc, en fait, vous avez donc dans les conséquences, en fait, déjà, vous avez le même niveau de criticité. Faut éviter d'avoir une échelle trop grande parce que sinon, vous allez commencer à vous poser trop la question de savoir est-ce que je le mets en 4, en 4,5, en 4,8, en 4,9 donc 4, c'est pas mal. Après, si vous voulez avoir pour une raison valide plus, vous pouvez, mais 4 éléments de chaque côté, c'est pas mal. Et donc là, la seule chose que j'ai changé, moi, c'est qu'au lieu de société, j'ai mis projet. Au lieu de la sécurité des personnes directement, j'ai mis des données des personnes. Et par contre, pour mon petit randonneur, effectivement, j'ai complètement un petit peu changé le truc, mais j'ai gardé mon échelle et j'ai essayé d'utiliser un peu les mêmes forces au niveau des thèmes. Parce qu'en gros, ce qui va importer, c'est là, on voit que là, la survie est menacée. Là, le service est très dégradé, donc utiliser des adjectifs. Hein. Là, le service est juste dégradé. Et là, le service n'est pas dégradé. On a des petits problèmes autres, mais qui sont de moindre importance. Donc celle-là, elle est très bien. Vous pouvez la reprendre pour l'adapter. Et c'est exactement pareil sur la vraisemblance, puisque si vous l'avez remarqué, là, pour le coup, j'ai utilisé exactement la même. Alors hop, j'essaie de la retrouver. Voilà. Au niveau de l'échelle, vous verrez que je me suis basé sur exactement la même échelle au mot près. Et donc du coup, c'est pareil, c'est quelque chose qui est recommandé. Donc ces deux échelles-là, effectivement, sont très bien et c'est pareil même pour qu'on a pu voir. Là, on voit pareil que j'ai repris un petit peu le principe pour les scénarios de risque, pareil. Vous allez faire une heat map, comme on l'appelle. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est au sens de chaleur, ça se voit un petit peu. Pareil, vous allez définir votre stratégie de traitement. Donc là, j'ai repris exactement la même que sur le PDF, ça marche très bien. Au final, il y a peut-être que celle de gravité que vous allez un petit peu plus changer selon les objectifs que vous souhaitez utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour prendre la parole. Bon, très bien, effectivement. Bon, il est 20h45, on approche des 2 heures, effectivement, c'est pas mal. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, je vais vous remettre rapidement déjà les liens pour ceux qui ne les ont pas forcément vus dans le chat déjà. Et puis je vais essayer de vous partager du coup le PowerPoint. Alors, hop. Alors, si jamais, je mettrai le replay, l'enregistrement et le lien vers le PowerPoint en commentaire dans l'événement Meetup. Donc, vous pouvez le retrouver aussi a posteriori à cet endroit-là. Hop. Alors, on va essayer ça. Est-ce que ça va passer du premier coup? Alors, il faut que je ferme mon PDF parce que sinon, il n'accepte pas de me le mettre bien. Alors, voyons voir. Bon, du coup, en attendant, j'en profite pour vous remercier. Vous étiez très nombreux ce soir et ça fait plaisir pour l'organisation de ce meetup après pas mal de temps. Donc, merci d'avoir assisté et puis merci aussi beaucoup à Stéphane pour sa participation et sa présentation. Alors, du coup, je n'ai pas réussi à le copier dans le chat, mais par contre, je vous spamme un petit peu, voilà, mon adresse mail, comme ça, s'il y en a qui veulent, je profiterai en plus pour vous les envoyer, comme ça, vous les aurez. Des petits supplémentaires. Voilà, et puis si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit entre-temps, n'hésitez pas non plus à me les poser. Et je me ferai du coup un plaisir d'y répondre. Et merci à vous en tout cas pour vous être prêté au jeu et pour avoir été attentif. Et puis peut-être à une prochaine fois, effectivement, qui sait. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.